Lucie Fabry est une artiste aux multiples talents. Elle est née, si je puis dire, dans la marmite, car elle appartient à une famille dans laquelle on exerce, on pratiquait en tout cas, lorsqu'elle était enfant et adolescente, différentes formes d'art, comme l'écriture, la musique, le théâtre peut-être aussi. Oui, tout à fait. Elle s'est prise de passion pour ces différentes formes artistiques et elle a suivi plutôt de nombreuses formations, d'abord dans le Nord, puisqu'elle est originaire de Lille, à Roubaix, avant de monter à Paris, comme on dit. Je vais interroger Lucie sur sa formation pour qu'elle nous explique un petit peu comment, dans quel ordre elle s'est familiarisée et plus que cela, spécialisée dans le chant, dans la musique instrumentale et enfin et surtout peut-être dans le domaine de la comédie. Première question que je te pose, Lucie, c'est la suivante. Pourrais-tu nous expliquer comment t'est venu cet intérêt pour ces différentes formes d'art liées essentiellement au monde du spectacle et quelle a été ta formation? Bien, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis née et j'ai grandi au sein d'une famille qui était déjà qui pratiquait, qui était très intéressée par les arts en général. Donc, mon père faisait de la guitare, ma mère aussi, ma mère chantait, mon père peignait. Ils avaient ensemble des petits spectacles de marionnettes pour les enfants. Ma mère faisait du théâtre très régulièrement au sein de différentes troupes. Donc c'est vrai que déjà toute petite, j'ai baigné dedans voilà, de 1000 façons différentes. J'ai le souvenir de certains moments avec ma mère où on prenait ses livres de théâtre, différents auteurs, Tchaïkovski, Molière, Shakespeare, donc vraiment des univers différents, et où on faisait des lectures toutes les deux, et on prenait plusieurs personnages et on interprétait toutes les deux. Voilà, je me souviens de ça vers l'âge de 8-9 ans, à partir du moment où j'ai appris à lire, en fait, vers même 7 ans du coup. Voilà. Donc si ça n'explique peut-être pas ta passion qui est devenue par la suite ton métier, en tout cas, cela fait partie de l'équation, je dirais, de ton existence d'artiste, que ce paramètre d'avoir vécu sur le plan culturel dans une famille qui avait des intérêts très particuliers, orientés dans ces différents arts. Est-ce que tu pourrais maintenant, puisque c'était la deuxième partie de ma question, nous expliquer comment ton cursus s'est déroulé, par quelle discipline tu as commencé, où ça s'est fait, et s'il y a une logique finalement dans les différentes disciplines que tu as étudiées? Alors j'ai commencé très jeune, hein. Donc du coup j'ai eu la chance d'avoir des parents dans le milieu de l'art qui du coup, surtout ma mère, s'est attachée à m'inscrire dans différentes activités extrascolaires liées à l'art. Donc j'ai commencé très jeune avec la musique, à l'âge de 6 ans. J'ai fait une première année de solfège, puis j'ai commencé à travailler le violon en école de musique à Lille. Ça a duré quelques années, je ne sais plus exactement, puis une année ou 2 années plus tard, j'ai été inscrite à la danse classique, à l'académie de danse Gilles Jacquemin à Lille également. J'ai appris le piano en autodidacte. J'avais une certaine facilité avec les instruments au départ. Alors évidemment, disons que c'est une facilité de démarrage,
Mais après, au bout d'un moment, évidemment, ça a ses limites. Oui. Donc, il me faut, comme tout le monde, passer par la case enseignement, Oui, on va dire. Mais c'est vrai que la technique, au fond. voilà, pour travailler la technique et puis maîtriser l'instrument. Mais c'est vrai qu'au départ, j'ai une certaine facilité avec les instruments, plus qu'avec la danse, je dois l'avouer. On va parler de la danse après. Ouais. Donc, dans un premier temps, c'est plutôt la voix de la musique instrumentale et alors le chant. Il intervient à quel moment? Avant la danse, je crois. Non, après. Non, après. Alors voilà, d'accord. Ouais. Alors commence par la danse. Désolé. Alors, eh bien non, j'ai pas énormément de choses à dire sur la danse finalement, puisque j'ai fait 5 ans de danse classique étant enfant. J'ai fini par demander à classique et moderne jazz aussi sur la dernière année. J'ai fini par demander à ma mère tout simplement de remplacer cette activité par de l'équitation, ce qui n'a rien à voir, mais ça me plaisait davantage, je crois, d'être au contact avec la nature, les animaux, et voilà. Donc la danse classique est plutôt ça m'a apporté au niveau du corps, de la posture, de l'aisance scénique à ce moment-là de ma vie. Et ça m'apporte toujours aujourd'hui, puisqu'on ne perd pas ce genre d'enseignement, surtout quand il est arrivé très jeune. Mais voilà, j'avoue, c'est pas mon moyen d'expression privilégié. Ensuite, en effet, est arrivé le chant. Pour moi, au départ. Avant de poursuivre avec le chant, j'ai vu aussi, parce que tu parlais de l'équitation, ici on parlait de ce qui est plutôt gestuel, si je puis dire, j'ai vu aussi, je ne sais pas s'il y a un lien avec tout cela, et si ça a pu t'aider dans ton métier d'artiste, j'ai vu aussi que tu avais fait de la plongée sous-marine, oui. Et j'ai vu aussi que tu as fait de l'escalade en montagne, quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. Apparemment, c'est des univers qui paraissent très éloignés, mais ce qui paraît assez évident, c'est qu'au fond, il y a 3 éléments différents. Il y a l'eau, et on est en dessous du niveau de la mer. Il y a ensuite l'équitation qui est terrestre, et puis alors il y a la montée. Alors je ne sais pas si ça a une fonction symbolique, mais je trouve ça assez intéressant d'avoir envisagé comme ça et d'avoir pratiqué des sports qui ne se passent pas dans la même dimension. Oui, c'est vrai, mais en fait je suis très curieuse du monde qui nous entoure, à la fois de la nature et de ce que l'humain, avec son corps, peut faire au sein de cette nature, on va dire. Donc c'est vrai que j'adore le milieu aquatique. Alors paradoxalement, je déteste la piscine. Oui. Je préfère vraiment largement la mer et le milieu marin. La plongée sous-marine, c'est une activité qui me réjouit parce que de par déjà la performance physique, les paliers, l'attention que ça nécessite, la concentration, la technique, tout simplement. J'ai beaucoup de plaisir à apprendre des nouvelles techniques, une nouvelle manière de pratiquer de nouvelles choses. Donc, je suis très curieuse, je m'intéresse vraiment à tout. Voilà, donc la plongée sous-marine m'apprend ce qui se passe sous la mer, en fait, les autres espèces qui vivent et qu'on ne voit pas. J'ai découvert, c'est une anecdote, mais en plongeant dans la mer Rouge, sur la côte du Sinaï, une espèce de poisson absolument hallucinant qui ressemblait à un crocodile avec des yeux au-dessus de la tête qui me regardait. J'avais jamais vu ça. Et ça, c'est merveilleux. Enfin, la sensation, l'émotion qu'on ressent quand on découvre par soi-même un être vivant ou une information ou quoi que ce soit qu'on ne soupçonnait pas, la sensation que je peux moi ressentir et voilà, c'est indescriptible. Et alors tu ressens, en restant dans le même registre, des sensations semblables lorsque tu franchis d'autres paliers, mais cette fois en altitude, lorsque tu as fait ou lorsque tu fais de l'alpinisme, alors là c'est un autre monde, c'est le monde aérien, c'est un monde où là c'est les oiseaux, c'est plus les poissons, il y a quand même aussi des paliers, ne fût-ce que pour la respiration aussi, et je crois que quand on fait du chant,
chant, enfin je crois même, je suis même certain, lorsqu'on est comédienne, le problème de la respiration est quelque chose de tout à fait essentiel. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que je fais de l'alpinisme. Non. Restons humbles. J'ai pratiqué de l'escalade. Mon père vit dans le Périgord vert et c'est vrai que c'est une région qui est très très propice à ce genre d'activité puisqu'il y a énormément de falaises, de roches et des paysages très variés qui favorisent ce type d'activité. Donc l'alpinisme, c'est un très très grand mot, c'est vraiment de l'escalade en nature. En fait, je dirais quelque part, et je m'en rends compte en parlant, qui a une grande part de performance physique en fait. Je suis adepte de la découverte de ce que je suis moi, physiquement capable de faire en allant sous la mer comme en escaladant des falaises. Voilà. Avec l'équitation, c'est pareil, le saut d'obstacle, le galop, etc. Il y a une certaine part une volonté de repousser ses limites, comme avec le chant, t'en parlais tout à l'heure. Et de découverte de soi-même aussi. De soi-même, tout à fait, une espèce d'introspection, de concentration, oui, voilà. Savoir comment fonctionne notre corps, quels sont les efforts qu'on doit faire ou pas d'ailleurs, quels sont les efforts qu'on ne doit pas faire pour émettre un son. C'est vraiment de la recherche sur soi, sous l'eau, dans les airs, et alors, sur la terre. La danse, parce que maintenant c'est une bonne introduction à l'endroit où, comment dirais-je, à la danse, puisque je t'ai coupé tout à l'heure, juste au moment où tu allais aborder ce sujet-là. Alors la danse, c'est venu comment? Est-ce qu'il y a un lien immédiat avec soit ces activités sportives, soit alors avec la musique instrumentale? Alors la danse, encore une fois, j'ai pas énormément de choses à dire sur la danse, mis à part que ça m'a appris à me positionner sur un plateau de théâtre. Maintenant, encore une fois, c'est pas mon moyen d'expression privilégié. Au niveau du corps, je suis plus dans la recherche d'émotions, de sensations fortes. Après, au niveau rythmique, j'avoue, je suis pas... voilà, il y a de bien meilleurs danseurs que moi. D'accord. Et alors, donc, la danse, tu as parlé du violon, tu as parlé du piano, et alors, il y a le métier que tu exerces maintenant, c'est-à-dire la comédie. Où cet apprentissage s'est-il réalisé? Alors, la comédie, je ne peux pas m'empêcher de l'associer au chant. Oui. Pour moi, alors, c'est pas deux choses qui vont forcément ensemble, mais en tout cas, pour moi, oui. Ça va ensemble. Parce qu'il y a le placement de la voix, il y a une expression du corps, et j'ai besoin de cette expression par la voix. Donc la comédie, j'ai appris ça au conservatoire. J'ai commencé à l'âge de 14 ans, au conservatoire de Roubaix. Voilà, j'ai suivi un cursus relativement classique, on va dire. J'ai arrêté à un moment donné, j'ai entamé des études d'arts appliqués, donc rien à voir. Le chant, j'ai fait ça, j'ai commencé à chanter pour moi. La porte de ma chambre d'adolescente fermée à double tour, voire même à triple tour, je dirais, en n'imaginant pas avoir une voix qui puisse être intéressante pour les autres, mais vraiment pour mon plaisir personnel. J'y voyais une vraie joie en fait, personnelle, ça m'apportait beaucoup. Oui. C'est en parallèle du théâtre finalement, je veux dire au niveau d'un apprentissage officiel par rapport au conservatoire, parce que comme je le disais tout à l'heure, j'ai beaucoup travaillé avec ma mère auparavant depuis que je sais lire. Voilà, donc il y a eu le conservatoire, et puis j'ai abandonné ces activités-là au moment où j'ai entamé un cursus d'arts appliqués. Donc là, je dessinais déjà beaucoup, je peignais, j'aimais la sculpture, j'ai toujours fait beaucoup de choses avec mes mains. Quand j'étais petite, je me fabriquais mes propres jouets, je faisais des maquettes de maisons pour mes poupées, enfin voilà, c'est les activités manuelles, dirons-nous, les plastiques, artistiques, font aussi partie de mon bagage finalement et de mon moyen d'expression.
Donc j'ai fait 3 ans d'arts appliqués. Et alors, au fond, quand même, cette formation en arts appliqués, est-ce que ça ne va pas t'aider par la suite lorsque tu vas être metteur en scène, peut-être? Si, complètement. Voilà. Complètement. Je me suis rendu compte d'ailleurs que ça allait me servir à ce moment-là. Dans l'espace, quoi, oui. C'est ça, oui. Je pensais que ça ne me servirait pas, parce qu'en fait, finalement, je me suis rendu compte durant ces études que ça ne me plaisait pas plus que ça d'utiliser ce moyen d'expression-là, la peinture, le dessin, la sculpture, au service de quelque chose de commercial, on dira. Par exemple, la publicité, trouver un logo, ou bien le stylisme, tout simplement. Je parle pas de la haute couture qui est complètement différente, mais plutôt le stylisme de prêt-à-porter, etc. Moi, c'était pas, je trouvais pas de plaisir à appliquer le dessin à comment dire, j'ai du mal à exprimer les choses par rapport à ça. Je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Oui, j'avais besoin de dessiner pour exprimer des émotions et pas pour fabriquer un t-shirt ou une fourchette ou que sais-je. Voilà. Donc, mais ces études-là m'ont malgré tout appris énormément de choses aujourd'hui. Je peux faire une affiche de spectacle sans problème. Je peux également travailler sur un site internet, un logo. Donc c'est-à-dire qu'à posteriori, même s'il n'y a pas une logique consciente dans ton cursus en tant que dans le cursus de ta formation d'artiste, a posteriori, mais évidemment c'est une rétrodiction, on peut quand même voir une certaine cohérence. Donc c'est-à-dire que comme s'il y avait une logique inconsciente, c'est-à-dire qui était en toi et qui se manifestait au cours du temps. Totalement. Et donc, voilà, c'est quand même intéressant de voir qu'on a quelque chose en soi dont on n'est pas conscient, et puis finalement, ça s'exprime. Et d'ailleurs, c'est peut-être une des fonctions de l'art, c'est d'exprimer des choses inconscientes. Tout à fait, et je suis moi-même chaque jour étonnée de voir à quel point toutes les choses que j'ai pu faire, que j'ai pu arrêter de faire aujourd'hui prennent leur sens au fur et à mesure. Je me suis rendu compte, en effet, quand je suis devenue assistante de mise en scène avec Adriano Silivia à l'Opéra, que mes études en arts appliqués m'avaient énormément servi pour ne serait-ce que la conception des costumes, la scénographie, le choix de la composition dans l'espace, une logique visuelle. C'était complètement, je me suis retrouvée plongée dans les arts appliqués au service de l'art opératique. Ce qui est, je trouve qu'il y a une certaine magie en fait. Alors je ne sais pas si c'est propre à tout un chacun. Je ne sais pas si c'est juste moi, je ne sais pas s'il y a une magie là-dessous, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je fais quelque chose à un moment donné, ça me sert systématiquement après. Il y a une logique, en effet, inconsciente dans mon parcours et que je trouve, oui, c'est magique. C'est magique. C'est magique. Tout à fait. Voilà. Et justement, tu parlais de la phase de ta vie, qui n'est sans doute pas terminée, où tu étais assistante, metteur en scène, et puis metteur en scène même, sauf erreur de ma part. Est-ce que tu pourrais justement parler un petit peu de cette période? Quels sont les spectacles auxquels tu as contribué à l'organisation, en fait, historiquement, parce que tu étais donc dans le domaine de l'opéra, entre autres choses, je crois. Voilà, le domaine de l'opéra m'est arrivé un petit peu, on va dire que j'ai commencé le chant au conservatoire, je ne sais plus à quel âge exactement, début de vingtaine, on dira, et en fait j'avais absolument pas l'intention de faire de la mise en scène. Ça n'a jamais été, j'ai jamais eu cette prétention, je dirais, parce que j'ai toujours une grande admiration pour les gens qui arrivent à gérer un plateau d'opéra, à tout créer, à tout monter. Enfin, je trouve qu'il faut un talent monstrueux pour faire ça. Donc, je me suis jamais projetée, moi personnellement, dans une telle ampleur, une telle ambition, on dira. Je me suis toujours dit, bon, moi déjà je vais chanter, je vais jouer, ça sera déjà pas mal, c'est déjà un bon morceau au niveau de cette discipline-là. Même l'opéra, chanteur d'opéra, c'est déjà sacrément difficile, surtout aujourd'hui. Alors quels sont les opéras dans lesquels opéras dans lesquels j'ai été amenée
à travailler avec Adriano Silivia, donc j'ai commencé à travailler avec lui sur l'élixir d'amour. Quand je l'ai rencontré... C'était pas à Lausanne, non? Tout à fait, c'était à l'Opéra de Lausanne. Voilà, l'Opéra de Lausanne. Il était déjà, quand je l'ai rencontré, il était déjà en train de travailler sur cette production, et donc il m'a engagé, donc c'est pas directement l'opéra qui m'a engagé, il m'a engagé lui avec sa production, sa compagnie, pour l'aider à avoir un œil extérieur, un œil artistique, on va dire un peu comme collaboratrice artistique, conseillère, on va dire, pour l'aider à prendre les bonnes décisions, le conforter dans ses choix ou pas. Donc je lui disais, là, mon avis c'est que là, ça peut pas fonctionner, ou c'est que là, ça marche très très bien. Et donc du coup, on travaillait comme ça en binôme sur cette première production. Production qui a été ensuite reprise et sur laquelle j'ai été officiellement placée en assistante de mise en scène. J'ai aussi travaillé sur Le Barbier de Séville, donc pour le coup c'était une reprise, je n'ai pas participé à l'élaboration de cet opéra, c'était un opéra qui avait déjà été monté, je l'ai découvert à l'Opéra de Vichy. C'est un opéra que j'ai adoré, j'ai trouvé que son idée de mettre Fellini en avant était vraiment exceptionnelle. Donc on est sur un plateau de tournage, il a fait des décors qui pivotent sur eux-mêmes pour faire des décors de la Cinecittà. Donc on avait des techniciens qui peignent, vraiment l'univers était vraiment chouette. Oui. Et j'ai travaillé avec lui sur la reprise en tant qu'assistante de mise en scène à l'Opéra de Lausanne également. Et ensuite, j'ai travaillé par contre à l'élaboration depuis le début sur la Cenerentola, qui a été produit également à l'Opéra de Lausanne. Et donc là, j'ai travaillé principalement sur la scénographie, les costumes, etc. Nos auditrices et nos auditeurs auront remarqué que nous avons changé de cadre pour des raisons qui sont tout à fait indépendantes de notre volonté. Nous nous trouvons ici dans le cadre d'une discussion qui se fait, vous l'aurez compris, à bâton rompu, dans le très beau café de l'Opéra, qui est un endroit particulièrement calme, où il y a de la belle musique et qui avait l'avantage pour l'entretien d'être un lieu où nous ne risquions pas d'être dérangés. Mais il se fait que c'est l'heure du déjeuner pour les touristes et pour les Parisiens, et par conséquent nous avons dû déménager. Donc nous allons poursuivre donc cet entretien comme prévu. Donc Lucie était en train de nous expliquer qu'elle avait participé de près ou de loin, oui je dirais, d'abord comme assistante, comme observateur, et puis à un moment donné elle était vraiment impliquée dans la conception et dans la réalisation d'opéra. Elle nous a parlé tout d'abord de l'élixir d'amour de Donizetti, et puis elle nous a parlé du Barbier de Séville, de Rossini, et puis elle nous a parlé de la Cenerentola. Et maintenant, on en arrive à un sujet où là, j'allais pas dire les années passant, mais l'expérience en tout cas se poursuivant, elle devient elle-même metteur en scène. Alors j'aimerais bien t'entendre à ce sujet-là, que tu nous expliques cette expérience qui a dû être pour toi tout à fait singulière et qui est apparue vraisemblablement fabuleuse par rapport au passé que tu avais déjà pu avoir jusque-là. Tout à fait. J'ai eu, après ces expériences de mise en scène d'opéra, j'ai rencontré une comédienne. J'ai rencontré une comédienne qui avait un spectacle et qu'elle avait écrit et qui cherchait un moyen de mettre ça en scène de manière originale. Et donc j'ai lu son texte et j'ai accepté de travailler avec elle. Ça a duré 1 an et demi ce travail. J'ai tout conçu de A à Z. Et c'était quoi le sujet ? C'était en fait un seul en scène théâtral d'une comédienne qui parle de sa vie de comédienne en quelque sorte. Et donc tu n'étais pas la comédienne, si je comprends bien. Non, j'étais metteur en scène. Voilà, j'étais metteur en scène. Oui. Donc elle avait écrit tout ce spectacle, une espèce de journée insupportable, juste avant la première de son spectacle. Et voilà, moi j'ai mis ça en scène de façon
à sortir un peu de ce qu'on a l'habitude de voir pour mettre en valeur le spectacle et cette comédienne. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait d'être de l'autre côté? Mais c'est un travail complètement différent. Oui. J'aime les deux, vraiment. J'aime les deux. Encore une fois, je suis curieuse et je me nourris de tout. Et ça m'a appris aussi beaucoup de choses en tant que comédienne et chanteuse, qui suis habituellement dirigée par des metteurs en scène. Ça m'a aussi appris ce que c'était d'être metteur en scène et de diriger quelqu'un. Et donc ça fait tomber des barrières, des idées reçues, des croyances. De pratiquer les différents postes permet de mieux faire son travail quand on retourne dans le poste d'interprète. En tout cas dans mon cas, j'ai trouvé que j'étais plus détendue et plus dans la collaboration, on va dire, avec le metteur en scène. Et ce spectacle se déroulait où? Au Théâtre des Blancs-Manteaux. C'est ça. Depuis avril 2017. Oui, c'est ça. Et ça se poursuit, non? C'est terminé maintenant. Ça se poursuit. Il y a eu une petite période d'arrêt oui. Depuis décembre, il me semble, le dernier. Oui. Et là, le spectacle prend une autre tournure. Mais comme moi, j'ai fait mon travail de metteur en scène là-dessus, oui. Désormais, la comédienne s'occupe, elle, de gérer l'aspect communication. Elle travaille avec maintenant des attachés de presse, etc. Là-dessus. Enfin, voilà. Moi, de mon côté, j'ai laissé le bébé, on dira. C'est ça. Voilà. Et tu étais content de ton bébé? Tout à fait, oui. Parce que c'était ta première expérience comme metteur en scène. Tu avais été assistante, mais enfin, bon, c'est pas tout à fait la même situation hein, au niveau de la responsabilité, en tout cas. Je dois dire que quand on est passionné de mise en scène et qu'on ne fait pas ça comme ça, il y a il y a une énorme pression, fatalement. Il faut tout prévoir, il faut avoir une vision, il faut savoir projeter dans l'avenir énormément. Et il y a quelque chose de très très excitant. Parce que c'est prévoir en avance chaque détail, tout ce qui... On ne peut rien laisser au hasard, surtout dans cette mise en scène-là, parce que j'avais prévu une technique, il y avait un projecteur et des images dessinées à la craie qui entrent en interaction avec la comédienne. Et ça nécessitait une précision au niveau mise en scène, au niveau direction d'acteur, au niveau scénographie. Rien ne pouvait être laissé au hasard. Donc c'était un challenge particulièrement d'avoir fait ce choix de mise en scène qui a fallu mener de front. C'était pas facile, mais le résultat, j'en étais extrêmement satisfaite, la comédienne aussi, et on a eu des superbes retours du public, de la presse. Enfin, c'était vraiment une très belle expérience. Et tu aimerais bien recommencer ce type d'expérience? Ah, si on me le proposait, oui. Oui. C'est ça. J'ai adoré, j'adore l'aspect humain aussi. Avoir un acteur qui est sur le plateau, qui se livre en quelque sorte, qui livre son talent au metteur en scène, qui nous fait confiance et du coup aller chercher le meilleur du talent de l'autre, aller chercher ce qu'il y a au fond, le diriger vers des émotions, vers des sensations, vers un lâcher-prise aussi quelque part, pour trouver le bon personnage, trouver la justesse, trouver la sincérité, la spontanéité, faire en sorte qu'entre une scénographie, un rythme aussi, parce que là il s'agissait d'un spectacle humoristique, trouver le bon rythme pour que ce soit systématiquement drôle, pour trouver le moment où on va être ému, etc. Enfin, c'est vraiment un travail qui est passionnant. C'est passionnant. J'adore la direction d'acteur, même au-delà de l'aspect créatif de la mise en scène, chercher des nouvelles situations, des façons différentes de mettre en scène, etc. L'aspect humain et artistique avec l'autre, la collaboration me plaît énormément. Donc oui, sans hésiter, je le referai. Avant de poursuivre avec ton métier de comédienne en tant que telle, cette fois, et plus en tant que metteur en scène, j'aimerais bien qu'on ait une petite séquence concernant ton intérêt pour le jazz. Oui,
tout à fait. Alors le jazz, comme à peu près tout, vous l'aurez compris dans cette interview, est arrivé par hasard. J'ai eu la chance de rencontrer un batteur de jazz qui m'a entendu chanter lors d'un événement et qui m'a dit mais attends, on a un groupe, il faut que tu nous rejoignes, on cherche une chanteuse, ce serait génial. Et en fait il m'a pris sous son aile, on dira, c'est quelqu'un qui navigue dans les milieux du jazz depuis 25-30 ans et qui m'a pris sous son aile et qui m'a emmené dans toutes les jam sessions possibles, imaginables. Il m'a dit tu vois, on compte comme ça se fait comme ça, il faut que tu interviennes à tel moment, tu laisses, tu regardes, il faut regarder, il faut écouter, voilà. Et donc il m'a tout appris en l'espace de 2 ans, je dirais. Il m'a intégré à plusieurs groupes, à chaque fois qu'il y avait une date quelque part il m'appelait, etc. Résultat, aujourd'hui j'ai pris une certaine indépendance suite à cette formation qui m'est arrivée de manière intempestive, je dirais. Désormais j'ai plusieurs projets, notamment un qui me tient particulièrement à cœur avec un pianiste, Sami Kerob, qui est vraiment un excellent pianiste de jazz, passionné de Duke Ellington. Là on a un projet de duo piano-voix autour notamment de Duke Ellington, mais pas que, mais c'est vrai qu'on a une certaine passion tous les deux pour ce compositeur. Voilà, donc c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur et qui pour l'instant est difficilement réalisable pour des raisons de temps, puisque je suis dans plusieurs spectacles, plusieurs productions, plusieurs projets. Enfin, eh bien, c'est le moment d'en parler. Alors, tu me dis que tu es dans plusieurs spectacles. Comment ça se passe quand on est dans plusieurs spectacles? C'est-à-dire que tu prépares des rôles parallèlement? Comment ça se passe? Alors, j'ai intégré la troupe de chez Maxims il y a 1 an de ça, en mars 2017. J'ai travaillé avec eux le nouveau spectacle, donc l'ancien maintenant, le nouveau spectacle de chez Maxims de l'an dernier. Je suis allée au Festival de Lacoste, etc. avec eux, et puis j'ai fait une saison chez Maxims. On jouait tous les lundis soirs. Voilà, donc ça m'a amené également à interpréter le rôle d'Aldonza Dulcinea dans Don Quichotte flamenco, qui a d'ailleurs été représenté plusieurs fois au théâtre du Gymnase il y a une semaine, ça s'est terminé il y a une semaine, qui est une expérience absolument merveilleuse, formidable. Enfin, je vous passerai tous les superlatifs que je peux, que je peux amener sur ce sujet, tellement l'expérience a été formidable. Voilà, en fait, chaque expérience en amène de nouvelles. J'ai la sensation qu'il suffit d'un déclic, on va dire, d'une rencontre pour en amener une nouvelle et ainsi de suite, et qu'une fois que la boule de neige est lancée, elle continue à rouler et elle grossit en fait de plus en plus en amenant son nouveau lot de rencontres, de projets, d'envies aussi. Voilà, donc il y a plein de choses qui se profilent à l'horizon, tant sur la musique, le théâtre, des choses dont je ne peux pas parler pour l'instant parce que elles sont en cours elles sont en pourparlers ou en cours d'imagination, de création, de tout ça. Donc pour l'instant, j'ai tendance à vouloir rester discrète sur les choses qui ne sont pas concrètes. Alors, tu as dit que chaque expérience t'apporte quelque chose de neuf et te permet de rebondir vers autre chose. Sans vouloir être vexant pour l'un ou l'autre de tes collègues que tu oublierais, as-tu le souvenir de collaborations avec certains ou certaines justement comédiennes ou comédiens qui t'ont laissé vraiment en toi une marque indélébile qui vraiment, penserais-tu, pourrait t'a vraiment marqué et te permettront justement d'évoluer dans ton métier. J'ai bien dit que je n'avais pas l'intention de te mettre dans une situation humainement difficile en citant certains et certaines et pas d'autres. Mais y a-t-il peut-être l'un ou l'autre collaborateur ou collaboratrice que tu as fréquenté qui t'ont vraiment marqué, qu'ils soient grands ou, entre guillemets, plus humbles?
Donc oui, c'est très difficile de faire ressortir une personne plus que l'autre parmi les personnes avec lesquelles j'ai collaboré, parce que c'est vrai que dans ce milieu, on a tous énormément de choses à s'apprendre, et chaque personne que j'ai pu croiser, que ce soit au conservatoire, au théâtre, en musique, etc., m'ont fatalement influencé et apporté des choses. Mais c'est vrai que s'il avait une ou deux personnes que je pourrais citer, ce serait Adriano Sinivia, parce que déjà par la collaboration en tant que metteur en scène et moi son assistante, il m'a appris énormément de choses. Je l'ai vu diriger des acteurs, j'ai appris à diriger des acteurs avec lui. Également, je l'ai connu en tant que maître de stage, où j'ai fait plusieurs stages de comédia dell'arte, pantomime, etc., où il était professeur. Donc du coup, en tant que comédienne, il m'a appris énormément de choses sur la gestuelle, etc. Donc ça a été avec lui une expérience constitutive, c'est évident. Après, évidemment, il y a d'autres personnages comme cette comédienne, justement, Malika Asgag, avec son spectacle que j'ai pu mettre en scène, où j'ai appris énormément de choses, parce que le fait de la diriger m'a fait apprendre aussi des choses sur moi-même en tant qu'interprète, forcément. C'est l'échange en fait de rôles, de places, l'échange artistique avec les uns les autres sur différentes productions et à différents postes, c'est extrêmement formateur. Voilà. Alors tu as fait aussi un peu de cinéma, je crois. Oui, tout à fait. J'ai eu la chance de tourner avec le réalisateur Jean-Teddy Philippe pour un téléfilm pour Arte notamment, plusieurs séries aussi. Comme lesquelles Les petits meurtres d'Agatha Christie, Julie Lescaut notamment, enfin et d'autres. Il y a eu plusieurs séries comme ça dans lesquelles j'interviens pour des moyens petits, tout petits rôles. Voilà, j'ai plusieurs expériences dans le cinéma. Le cinéma vient naturellement à moi. Je ne fais pas forcément de démarche parce qu'on ne peut pas être sur tous les fronts. C'est très difficile, mais évidemment, si on me propose, je le fais avec plaisir, parce que c'est aussi des expériences qui sont fabuleuses. Les expériences de plateau de tournage sont formidables. Et alors, pour terminer, pour conclure, dans l'échange de mails que nous avons eu, tu m'avais écrit que ton mois de juillet serait très occupé par des festivals, sauf erreur de ma part. Oui, tout à fait. Voilà. J'ai la chance de jouer 2 spectacles au Festival de la Tour d'Aigue, près d'Aix-en-Provence, puis la première du prochain spectacle de chez Maxime, ce qu'on est en train de préparer en ce moment, qui aura lieu au Festival de Lacoste, le festival organisé par Monsieur Cardin chaque année, sur le thème cette année de la comédie musicale. On prépare un Italien à Paris, je pense que ça va être une chouette aventure. On travaille du West Side Story, Sweet Charity, Big Spender. On a vraiment tout un tas de comédies musicales, d'airs de comédies musicales connues et moins connues dans ce répertoire, et c'est un vrai bonheur de les interpréter. Et puis on reprend Don Quichotte à 2 reprises, une fois au Festival de la Tour d'Aigue et une fois à l'hippodrome d'Avignon. Voilà, et pour la rentrée, pour septembre, il y a des choses en vue, mais donc que tu ne souhaites pas dévoiler. Hein, alors je peux en parler déjà d'ores et déjà, puisque c'est en préparation. Pour faire un petit peu de publicité finalement. Tout à fait, il y aura l'Italien à Paris, normalement chez Maxims, tous les lundis soirs. Et pour l'instant, une suite de Don Quichotte Flamenco est en pourparlers entre les différentes productions qui souhaitent s'associer au projet. Monsieur Pierre Cardin a été ravi au Théâtre du Gymnase et souhaite donner une suite en accord avec Claire Didouin, la Salamandre, pour ce projet. Donc on croise les doigts, on touche du bois, tout ce qu'on veut, voilà, pour que ça fonctionne, et j'en doute pas une seconde. Je pense que ça a l'air d'être en très bonne voie. Voilà. Écoute, Lucie, on te souhaite tout le bonheur du monde, pour utiliser une expression bien connue. Tu as énormément de talent, et j'espère vivement, en tout cas, que le métier, le très beau métier que tu exerces, te permettra de continuer à t'épanouir, parce que tu parais vraiment épanoui. Parce que moi qui suis de l'autre côté de la caméra, j'ai pu voir combien tu souriais constamment pendant tout l'entretien, malgré les quelques petits énervements que tu avais pu avoir ce matin, que je crois que tu as complètement oublié pendant l'entretien. Tout à fait. Donc,
au moins cet entretien aura eu quelque chose de positif, c'est qu'il n'aura pas une fonction thérapeutique, mais en tout cas une fonction en tout cas d'apaisement. Tout à fait. Et je sais maintenant que tu es relativement pressé, puisque d'ici un quart d'heure, tu dois te trouver chez Maxime, si j'ai bien compris, pour une répétition. En tout cas, je te remercie infiniment de nous avoir accordé sur cette petite chaîne, comment dirais-je, cet entretien qui nous a permis de mieux te connaître. Merci à toi. Et pour ceux qui ne te connaissaient pas, de les inciter à venir t'écouter et à venir te voir dans les différents spectacles qui sont prévus au mois de juillet déjà donc dans le sud de la France et puis au mois de septembre c'est de nouveau à Paris alors je crois. Oui. Non. Oui, si j'ai bien compris. Oui, à Paris. Si j'ai bien compris. Le festival, c'est que l'été. Voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas à douter en tout cas de la suite de ta carrière. Ça me paraît tout à fait évident. Un grand merci. Merci à toi.